La vapeur s'élevait en spirale fantomatique de la surface du métal incandescent, créant une brume épaisse qui obscurcissait partiellement la silhouette contorsionnée de l'homme suspendu au-dessus du chaudron. Ces cris n'étaient plus de simples cris, c'étaient des lamentations primitives, des sons qui semblaient jaillir des tréfonds de l'âme humaine, résonnant sur la place de Grève comme une symphonie infernale qui faisait détourner le regard même aux bourreaux les plus aguerris. Nous étions en mars 1757, et Robert-François Damien, l'homme qui avait osé lever une lame contre le corps sacré du roi Louis XV, payait le prix le plus cruel que la justice française eût jamais conçu. Dans les salons dorés de Versailles, à peine 4 mois plus tôt, Damien arpentait les couloirs comme un spectre parmi les nobles. Valet d'origine modeste, né à Arras dans une famille de paysans qui connaissaient la faim comme compagne quotidienne, il avait obtenu une position mineure à la cour, grâce à des connexions obscures et des faveurs murmurées. Ses petits yeux, perçants, observaient tout, les rires cristallins des dames dans leurs robes de soie, les chuchotements conspirateurs des courtisans, l'éclat hypnotique des lustres en cristal, reflétant un monde d'opulence inimaginable pour quelqu'un comme lui. Damiens n'était pas seulement un serviteur, c'était un homme invisible dans un univers où seuls les visibles comptaient, où son existence était tolérée tant qu'il restait silencieux et accomplissait ses tâches avec la discrétion du nombre. Mais dans sa poitrine étroite fermentait quelque chose de sombre et d'incontrôlable. Les nuits à Versailles étaient longues pour ceux qui servaient, et Damien passait des heures à errer dans les couloirs faiblement éclairés, écoutant des fragments de conversation filtrant par les portes entrebâillées des appartements royaux. On parlait d'impôts qui écrasaient le peuple comme une presse implacable, de guerres lointaines qui consumaient les filles des pauvres, comme du bois dans un feu insatiable, de décisions affectant des millions de vies, prises avec la même légèreté qu'on choisit le vin pour le dîner. La colère grandissait en Damien comme une tumeur maligne, nourrie par chaque rire indifférent, chaque ordre arrogant, chaque moment où son humanité était niée ou ignorée. La cour de Louis XV était un théâtre magnifique où la décadence portait des masques d'or et de diamants. Le roi, à 47 ans, avait perdu bien du vigueur et de l'autorité qui avaient marqué ses premières années de règne. Son visage, jadis considéré comme beau selon les critères de l'époque, montrait désormais les signes incontestables d'une vie consacrée aux excès. Les joues légèrement gonflées par le vin constant, les yeux ayant perdu l'éclat de la jeunesse et gagné l'opacité de celui qui a trop vu et trop peu ressenti. Ses mains, autrefois fermes lorsqu'il tenait le sceptre, tremblaient presque imperceptiblement, quand il croyait n'être observé de personne, trahissant une vulnérabilité que l'étiquette royale interdisait de montrer. Madame de Pompadour, sa maîtresse officielle, percevait ces changements avec la perspicacité de celle qui avait consacré sa vie à lire les nuances du pouvoir. Dans ses lettres privées à la duchesse de Luynes, elle décrivait avec inquiétude et croissante comment le roi semblait s'enfoncer dans une mélancolie que ni les plaisirs charnels, ni les jeux de cartes ne parviennent à dissiper. Louis XV devenait un homme hanté par des pressentiments, tourmenté par des rêves, où il voyait des foules furieuses envahir Versailles, où il entendait des cris de « mort au tyran » résonnant dans les jardins parfaitement manucurés, qui étaient à la fois sa fierté et sa prison. C'est dans cet environnement de décadence déguisée et de tension croissante que Damien passa ses derniers mois en tant qu'homme libre. Il observait tout avec l'acuité maladive de celui qui se sent exclu du festin de la vie, mémorisant mentalement chaque détail de l'hypocrisie royale. Il voyait le roi feindre un intérêt pour ses sujets lors des audiences publiques, tandis que ses yeux erraient avec impatience vers les fenêtres, aspirant au plaisir privé qui l'y attendait. Il entendait les chuchotements sur les révoltes qui éclataient dans les provinces, sur des paysans qui mouraient de faim, tandis que Versailles engloutissait des fortunes en une seule fête, sur l'inquiétude grandissante fermentant dans les rues de Paris comme un vin aigre dans une cuve oubliée. La transformation de Damien de serviteur silencieux en conspirateur solitaire ne se fit pas en un jour.
Ce fut un processus graduel et déchirant, comme une plaie qui pourrit lentement sous un pansement propre. Il commença à fréquenter les tavernes sordides de Paris pendant ses permissions, des endroits où des hommes désespérés se réunissaient pour boire du vin bon marché et distiller leur venin contre la monarchie. Il entendait des récits horribles sur des exécutions sommaires de paysans qui refusaient de payer des impôts impossibles, sur des familles entières expulsées de leurs terres pour satisfaire les caprices d'un noble endetté, sur des enfants mourant de faim, tandis que les chiens de chasse royaux étaient nourris de viande fraîche chaque jour. En janvier 1757, quelque chose changea définitivement en Damien. Des témoins ultérieurs décrivirent ses yeux comme ceux d'un homme possédé, brillant d'une intensité fiévreuse qui faisait instinctivement reculer les gens. Il cessa de manger régulièrement et son corps, toujours mince, devint presque squelettique. Ses mains tremblaient constamment. Non, pas de peur, mais d'une énergie contenue qui paraissait prête à exploser. Il se mit à marmonner tout seul en travaillant. Des paroles décousues sur la justice et la vengeance qui faisaient échanger aux autres valets des regards inquiets dans son dos. Le 5 janvier 1757 se leva avec un froid mordant qui transperçait jusqu'aux os. L'hiver parisien avait toujours été cruel, mais cette année-là semblait particulièrement impitoyable, comme si la nature elle-même conspirait pour accroître la souffrance générale. Damien se réveilla avant l'aube, comme il l'avait fait tous les jours depuis des mois, mais cette fois, il y avait une détermination glaciaire dans ses gestes. Il enfila ses vêtements les plus simples, non pas l'habit bariolé qui l'identifiait comme valet royal, mais les vêtements gris et anonymes d'un homme ordinaire. Dans ses poches, il dissimula un couteau à lame étroite, pas plus grand qu'un petit poignard de table, mais affûté comme la mort elle-même. Toute la matinée, Damien erra dans les rues de Versailles comme un spectre. Il connaissait chaque couloir, chaque porte, chaque escalier du palais, et savait exactement quand et où le roi ferait sa sortie publique quotidienne. Louis XV suivait une routine presque religieuse d'audience et de rendez-vous, un emploi du temps scrupuleusement respecté comme une montre suisse. Et Damien avait passé des mois à étudier chaque détail de cette routine avec l'obsession d'un stratège militaire. À 6 heures de l'après-midi, lorsque le soleil hivernal se cachait déjà derrière les arbres nus des jardins royaux, Louis XV sortit de ses appartements privés en direction du Trianon, où il déjeunait en petit comité. Il marchait lentement, sans hâte, protégé seulement par 2 gardes qui gardaient une distance respectueuse. Le roi portait un habit de velours bleu foncé brodé de fils d'or, et ses bottes de cuir résonnaient sur le marbre poli des couloirs. Il y avait quelque chose de presque mélancolique dans sa posture, les épaules légèrement affaissées, le regard perdu, comme s'il portait un poids invisible qui grandissait chaque jour. Damien émergea de l'ombre avec la vitesse d'un serpent frappant. Il ne cria pas, ne prononça aucune des phrases grandiloquentes qu'il avait répétées mentalement pendant des mois. Il s'avança simplement dans un silence mortel et enfonça la lame entre les côtes du roi, d'un seul mouvement précis qui semblait avoir été répété 1000 fois. Le métal traversa le velours et la chair avec un bruit humide et sibilant, semblable à un tissu qui se déchire, et pendant un moment qui parut éternel, le roi et l'assassin restèrent unis par cette lame grotesque et définitive. Le cri de Louis XV résonna à travers les couloirs de Versailles comme le gémissement d'une âme arrachée à son corps. Ce n'était pas un cri de douleur, c'était un hurlement primitif de choc et de terreur, le son qu'un homme pousse lorsqu'il comprend soudain que sa mortalité n'est pas une théorie abstraite, mais une réalité tangible qui vient de pénétrer sa chair. Ses yeux s'écarquillèrent d'une expression d'incrédulité absolue, comme s'il était impossible que quelqu'un ait osé toucher le corps sacré du roi de France. Le sang commença à perler entre ses doigts, quand il pressa sa main contre la blessure, teignant le velours bleu d'une couleur presque noire dans la lumière tamisée du couloir. Les gardes royaux réagirent avec la rapidité brutale d'hommes entraînés à tuer. Damien ne tenta pas de fuir. Il resta immobile comme une statue,
observant le résultat de son acte avec une expression mêlant satisfaction et horreur. Quand les mains des gardes l'agrippèrent par les bras, il ne résista pas. Il y avait une sérénité étrange sur son visage, comme s'il avait enfin trouvé un but justifiant toute son existence misérable. Sa respiration était irrégulière, presque haletante, mais ses yeux brillaient d'une lueur qui n'avait pas été là depuis des années. La nouvelle de l'attentat se répandit à Versailles comme un incendie dans une plantation sèche. En quelques minutes, tout le palais fut en ébullition. Des nobles couraient dans les couloirs en état de panique, des dames s'évanouissaient dans les bras de leurs cavaliers, et une atmosphère de terreur absolue planait sur chaque salle, chaque escalier, chaque recoin où régnait jadis la routine dorée de la cour. L'air lui-même semblait avoir changé, plus dense, plus oppressant, chargé d'une tension électrique qui hérissait les poils à la nuque. Louis XV fut immédiatement transporté dans ses appartements privés où une équipe de médecins, royaux se pencha sur son corps comme des vautours sur une carcasse. La blessure, heureusement pour le roi et malheureusement pour Damien, n'était pas mortelle. La lame avait pénétré entre les côtes, mais avait dévié des organes vitaux, causant une douleur exquise et une perte de sang significative, mais rien qui ne menaçât directement la vie du souverain. Cependant, le choc psychologique fut dévastateur. Le roi, qui s'était cru intouchable, protégé par la divinité même de sa fonction, découvrit de façon brutale qu'il n'était que chair et sang comme tout autre homme. Dans les heures qui suivirent l'attentat, une paranoïa collective s'empara de Versailles. Chaque serviteur était observé avec suspicion, chaque mouvement analysé, chaque visage scruté à la recherche de signes de complot. La cour, qui avait toujours vécu dans une bulle de sécurité artificielle, découvrit soudain que le monde extérieur avait trouvé un moyen de percer ses défenses. Les nobles chuchotaient à propos de révoltes paysannes, de conspirations jésuites, de forces occultes œuvrant à détruire la monarchie française. La peur était devenue une présence physique, palpable comme l'humidité dans une cave, abandonnée. Damien, quant à lui, fut conduit vers les cachots les plus profonds du Châtelet, la prison royale où les crimes contre la couronne étaient interrogés avec des méthodes faisant paraître les tortionnaires de l'Inquisition comme des amateurs. Il fut enchaîné dans une cellule sans fenêtre où la seule lumière provenait de torches crépitant sur les murs de pierre humide, créant des ombres dansantes ressemblant à des démons célébrant sa capture. L'odeur y était insupportable, un mélange de moisis, d'excréments humains, de sang séché et de quelque chose d'indéfinissable qui pourrait être le désespoir cristallisé en parfum. Les interrogatoires commencèrent immédiatement. Jacques-Guillaume Turgot, procureur royal au visage étroit et aux yeux froids comme des pierres au fond d'un puits, conduisit personnellement les questions. Il était convaincu que Damien n'avait pu agir seul, que derrière ce valet insignifiant se cachait une vaste conspiration menaçant l'édifice même de la monarchie française. Pendant des jours, Damien fut soumis à des séances de torture, commençant au lever du jour et ne s'achevant que lorsqu'il perdait connaissance. Ces séances étaient menées avec la précision scientifique d'une expérience médicale. D'abord venaient les questions, formulées d'une voix calme et presque paternelle par Turgot, tandis que les bourreaux préparaient leurs instruments avec la méticulosité de chirurgiens s'apprêtant à une opération délicate. Lorsque Damien insistait pour dire qu'il avait agi seul, mu uniquement par sa propre colère et son désespoir, les tortionnaires entraient en action. Ils commençaient par des méthodes relativement douces. Torsion des doigts, application, graduelle de pression sur les poignets, petites coupures superficielles saignant juste assez pour causer de la douleur sans menacer la vie. Progressivement, à mesure que Damien maintenait sa version des faits, les méthodes devenaient plus sauvages. Ses ongles furent arrachés un par un à l'aide de pinces chauffées au feu, chaque arrachement accompagné d'un cri résonnant dans les cachots comme la plainte d'âme en peine. Ses pieds furent lentement écrasés dans une presse de fer, jusqu'à ce que les os se transforment en pulpe sanguinolente, à peine capable de soutenir son poids.
Des aiguilles chauffées furent insérées sous sa peau à des endroits choisis spécifiquement pour maximiser la douleur sans causer de dommages permanents aux organes vitaux. Durant tout ce processus, Damien tint bon, conservant son histoire avec une obstination impressionnant même ses tortionnaires. Il n'y avait pas de conspirateurs, pas de commanditaires occultes, aucun plan élaboré. Il n'y avait qu'un homme ordinaire, ayant atteint la limite de sa capacité à supporter l'injustice et décidé d'agir de la seule manière que son esprit torturé avait pu concevoir. Ses cris de douleur étaient entrecoupés de déclarations fragmentées sur la misère du peuple, sur l'indifférence royale, sur la nécessité pour quelqu'un de payer pour la souffrance des innocents. Après 2 semaines d'interrogatoires infructueux, il devint clair pour les autorités que Damien avait vraiment agi seul. Paradoxalement, cela rendait son crime encore plus terrifiant. S'il y avait eu une conspiration, on aurait pu la démanteler, emprisonner ses membres, neutraliser la menace. Mais un homme ordinaire décidant de lui-même d'attaquer le corps sacré du roi représentait quelque chose de bien plus effrayant. La possibilité qu'un sujet, à tout moment, puisse être saisi par cette même folie homicidaire. C'était comme découvrir que l'air même qu'il respirait pouvait soudain devenir vénéneux. La décision sur le sort de Damien fut prise lors d'une réunion secrète entre Louis XV, encore convalescent de ses blessures physiques et psychologiques, et ses plus proches conseillers. Le roi, toujours réputé pour sa clémence relative, montrait désormais une soif de vengeance, choquant même les courtisans les plus endurcis. Ses yeux, autrefois mélancoliques, brillaient d'une dureté minérale quand il parlait du châtiment à infliger à l'homme qui avait osé le toucher. Il voulait que l'exécution de Damien devienne un spectacle si horripilant qu'aucun Français n'oublierait jamais le prix à payer pour oser s'en prendre à la vie du roi. La sentence prononcée contre Robert-François Damien fut une œuvre d'art du sadisme légal. Il devait être conduit à la place de Grève sur une charrette nue de la taille aux pieds où il subirait le supplice le plus cruel que l'imagination humaine eût pu concevoir. D'abord, sa main droite, celle qui avait brandi l'arme contre le roi, serait brûlée au soufre fondu. Ensuite, sa chair serait lacérée à l'aide de tenailles chauffées au rouge à des endroits précis du corps, et dans les plaies ouvertes serait versé un mélange de plomb fondu, d'huile bouillante, de poix ardentes, de cire et de soufre. Enfin, il serait attaché à 4 chevaux tirant dans 4 directions opposées jusqu'à ce que son corps fût littéralement écartelé. La nouvelle de cette exécution se répandit à Paris comme un fléau. Pendant des semaines, ce fut le seul sujet de conversation dans les tavernes, sur les marchés, dans les églises, dans les demeures des nobles et dans les taudis des pauvres. Certains exprimaient l'horreur face à la brutalité de la sentence, d'autres la considéraient juste pour un crime si odieux. Mais tous, absolument tous, savaient qu'il serait présent à la place de Grève le jour fixé pour l'exécution. C'était comme si toute la population parisienne avait été hypnotisée par une curiosité morbide, surpassant toute considération morale ou humaine. Dans les jours précédant l'exécution, Damien fut maintenu dans une cellule spéciale, nourri juste assez pour rester vivant et conscient, mais pas assez pour avoir la force de résister à ce qui allait lui arriver. Il avait changé physiquement, de manière dramatique, pendant ces mois de détention. Son corps, toujours maigre, n'était désormais plus que peau et os, ses côtes visibles à travers la peau pâle et translucide. Ses cheveux, auparavant châtains, étaient devenus complètement blancs, et sa barbe avait poussé de façon irrégulière, lui donnant l'apparence d'un prophète fou émergeant du désert. Mais ce qui frappait le plus, c'était ses yeux. Ils n'étaient plus les yeux brillants de colère qui avaient caractérisé ses derniers mois à Versailles. Il y avait quelque chose de presque surnaturel dans leur regard, une profondeur, semblant voir à travers les gens, à travers les murs, à travers la réalité elle-même. Certains gardes jurèrent l'avoir entendu parler avec des entités invisibles, gesticulant vers des angles vides de la cellule et répondant à des questions que personne n'avait formulées. D'autres affirmaient avoir perçu des rires s'échapper de sa cellule aux premières heures du matin.
des rires dénués de toute humanité, glaçant le sang dans les veines. Le prêtre chargé d'administrer les derniers sacrements Damian décrivit plus tard la rencontre comme l'une des expériences les plus perturbantes de toute sa carrière cléricale. Damien écoutait les prières avec une attention presque surnaturelle, mais ses réponses aux questions sur le repentir et le salut étaient énigmatiques et philosophiques d'une manière qui semblait impossible pour un homme à l'éducation si limitée. Il parlait de cycles de violence, de la nature corrompue du pouvoir, de l'inévitabilité de la révolution, avec une éloquence laissant le prêtre perplexe et vaguement terrifié. La matinée du 28 mars 1757 se leva sous un ciel gris menaçant, comme si les nuages eux-mêmes refusaient de laisser le soleil illuminer le spectacle qui allait se dérouler. Un vent froid soufflait dans les rues de Paris, portant l'odeur des bûchers déjà allumés sur la place de Grève, mêlée à celle de la sueur et de l'impatience de la foule rassemblée avant l'aube. Ils étaient des milliers, des nobles dans leurs habits élaborés occupant les fenêtres des immeubles entourant la place, des bourgeois ayant payé des sommes considérables pour des places privilégiées, et une masse compacte de plébéiens s'entassant les uns contre les autres dans une densité humaine rendant la respiration difficile. La charrette transportant Damien émergea des ruelles étroites comme une apparition tout droit sortie de l'enfer. Il était nu de la taille aux pieds, comme l'exigeait la sentence, et sa peau pâle contrastait cruellement avec les plaies encore fraîches des interrogatoires. Ses mains étaient enchaînées dans le dos, le forçant à demeurer droit, donnant l'impression d'une dignité même dans une dégradation totale. Ses yeux parcouraient la foule sans aucune crainte apparente, comme s'il évaluait chaque visage, mémorisant chaque expression de haine, de curiosité ou d'horreur qu'il rencontrait. Le bourreau en chef, Henri Sanson, était un homme énorme aux mains du gabarit de pelle et à l'expression d'indifférence professionnelle acquise après des décennies d'exécutions cruelles. Il avait conduit des centaines d'exécutions, de simples décapitations à des tortures élaborées, mais même lui semblait légèrement perturbé par l'étendue du châtiment qu'il s'apprêtait à infliger. Ses assistants, des hommes endurcis par la pratique, se déplaçaient avec une efficacité sinistre, préparant les instruments de torture avec la méticulosité d'un horloger réglant un mécanisme délicat. Le premier supplice fut la brûlure de la main droite au soufre fondu. Damien fut attaché à un poteau vertical, le bras droit étendu sur une plateforme de bois. Le soufre, chauffé dans une casserole de fer jusqu'à atteindre une consistance liquide, brillait comme de l'or fondu sous la lumière diffuse du matin. Lorsque le métal incandescent toucha sa peau, le bruit fut à la fois un sifflement et un crépitement, comme du bacon dans une poêle chauffée au maximum. La chair bouillonnait littéralement, dégageant de la vapeur et une odeur âcre qui fit plisser le nez de centaines de spectateurs, contraints de se couvrir les fosses nasales avec des mouchoirs parfumés. Le cri de Damien, lorsque le soufre toucha sa main, fut un son que beaucoup des personnes présentes portèrent jusqu'à leur tombe. Ce n'était pas un cri humain ordinaire, c'était quelque chose de primitif et d'animal, un son semblant jaillir des profondeurs d'une douleur si intense qu'elle dépassait les limites de l'expérience humaine normale. Sa tête se renversa avec une telle violence qu'elle heurta le poteau de bois, et du sang commença à s'écouler de l'arrière de son crâne, se mêlant à la sueur perlant chaque pore de son corps. Mais le plus perturbant ne fut pas le cri, ce fut ce qui vint ensuite. Lorsque la douleur initiale laissa place à une torture constante et lancinante, Damien se mit à rire. Ce n'était pas un rire hystérique ou dément, mais quelque chose de bas et de guttural, venant d'un lieu bien plus profond que sa gorge. Ses yeux se fixèrent sur la foule, scrutant les visages comme s'il les mémorisait, et son rire devint plus fort, plus clair, plus terriblement humain. Plusieurs personnes dans l'assistance commencèrent instinctivement à reculer, comme si quelque chose dans ce rire réveillait une peur primitive, nichée au plus profond de leur esprit. Le second supplice consista à utiliser des tenailles chauffées au rouge pour lacérer sa chair à des endroits précis du corps.
Les bourreaux avaient choisi des zones où la douleur serait maximale. Les aisselles, l'intérieur des cuisses, la poitrine juste au-dessus du cœur, les côtés du cou, là où les nerfs étaient les plus exposés. Chaque application de tenaille arrachait un morceau de chair de la taille d'une pièce de monnaie, laissant des plaies béantes et sanglantes, exposant muscles et, dans certains cas, os. Pendant ce processus qui dura plus d'une heure, Damien développa une étrange technique pour gérer la douleur. Il fermait les yeux et mouvait les lèvres en silence, comme s'il récitait un mantra ou une prière. De temps en temps, il rouvrait les yeux et fixait intensément un visage particulier dans la foule, comme s'il faisait un choix, marquant cette personne d'une manière mystérieuse. Des témoins ultérieurs décrivirent la sensation d'être observé par quelque chose de non entièrement humain, quelque chose ayant transcendé les limites normales de l'expérience mortelle par le biais de la souffrance extrême. C'est, au moment où l'on appliquait le mélange de plomb fondu, d'huile bouillante, de poix ardente, de cire et de soufre dans les plaies ouvertes, que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le mélange, chauffé à une température telle que l'air tremblait autour de lui comme une illusion dans le désert, fut versé dans les blessures de Damien. Sa réaction fut totalement inattendue. Au lieu de crier ou de supplier miséricorde, il se mit à parler. Ces mots n'étaient pas des incohérences d'un homme devenu fou par la douleur. C'était un discours clair, articulé, prononcé, d'une voix portant plus loin que ce que sa gorge endolorie aurait dû permettre. Il parlait des péchés de la monarchie, de la misère du peuple français, de l'inévitabilité de la justice divine qui un jour réclamerait chaque noble, chaque prélat, chaque personne ayant gardé le silence face à l'oppression. Ces paroles étaient prophétiques d'une manière qui fit se tordre d'inconfort beaucoup de ceux présents, comme s'ils entendaient des vérités qu'ils préféraient ignorer. Vous qui êtes venus ici pour voir un homme mourir, sa voix résonnait à travers la place avec une clarté surnaturelle. Rappelez-vous que chaque goutte de mon sang est une graine plantée dans le sol français. Vous croyez tuer une rébellion, mais vous ne faites que l'alimenter. Mes enfants qui ne sont pas encore nés, vous grandirez dans un monde où les rois saignent comme des hommes ordinaires, où les palais brûlent comme les chaumières. Des paysans. La foule réagit à ces paroles avec un mélange de fascination et de terreur. Certains criaient pour qu'ils se taisent, d'autres faisaient le signe de la croix sans cesse, et quelques-uns restaient paralysés par la force prophétique de ces mots. Les bourreaux, mal à l'aise face à la tournure prise par l'exécution, pressèrent le processus, déversant d'un coup le reste du mélange incandescent dans ses plaies pour tenter de le faire perdre connaissance rapidement. Mais Damiens ne perdit pas connaissance. Ses blessures fumaient littéralement, dégageant de la vapeur comme si son corps était une forge vivante, et l'odeur de chair brûlée se répandait sur la place en un nuage épais et nauséabond. À travers une douleur censée avoir détruit tout esprit humain, il continuait à parler, ses paroles devenant plus urgentes, plus visionnaires, comme s'il savait que son temps s'achevait et qu'il devait transmettre ses vérités avant de mourir. La phase finale de l'exécution était l'écartèlement par les chevaux, un supplice si brutal qu'il était réservé aux crimes les plus atroces contre la couronne. 4 chevaux furent amenés sur la place, des animaux magnifiques choisis pour leur force et leur endurance. Damien fut détaché de son poteau et couché à terre, où des cordes épaisses furent attachées à ses poignets et à ses chevilles. Chaque corde fut alors reliée à l'un des chevaux, de sorte que lorsque les animaux seraient fouettés en directions opposées, le corps de Damien serait littéralement déchiré par la force. C'est à ce moment que l'exécution prit une tournure inattendue qui deviendrait une légende dans les rues de Paris pour les décennies à venir. Les chevaux furent fouettés simultanément et tous tirèrent de toute leur force, mais le corps de Damien ne se disloqua pas. Les ligaments et les muscles, durcis peut-être par la souffrance extrême ou par un phénomène physiologique inexplicable, résistèrent à la force qui aurait dû le déchirer en quelques secondes. Les chevaux tirèrent pendant 10 minutes, puis 15, puis une demi-heure,
tandis que Damien restait consciemment vivant et intact, étiré comme une marionnette dans une torture qui aurait dû durer à peine un instant. La foule murmura alors à propos d'une intervention divine, de signes surnaturels, de la possibilité que Damien fût protégé par des forces dépassant la compréhension humaine. Certains criaient que c'était un miracle et qu'on devait l'épargner. D'autres affirmaient qu'il s'agissait d'une œuvre du démon et qu'il fallait intensifier la torture. Même Henri Sanson, bourreau expérimenté, paraissait visiblement troublé par la résistance inexplicable du corps de Damien. On prit alors la décision d'utiliser des couteaux pour inciser les articulations de Damien, affaiblissant les points de connexion pour faciliter le démembrement. Même à ce stade, alors que ses membres étaient méthodiquement coupés, tandis qu'il restait conscient et que les chevaux continuaient de tirer, Damien conservait une lucidité surnaturelle. Il observait tout le processus, avec une curiosité presque scientifique, comme s'il étudiait sa propre destruction physique d'un intérêt académique. Lorsque les incisions furent effectuées et que les chevaux parvinrent enfin à séparer ses membres, le bruit fut quelque chose qu'aucune des milliers de personnes présentes n'oublierait jamais. Ce n'était pas seulement le craquement, des os qui se brisaient ou le bruit visqueux de la chair se déchirant. C'était quelque chose de plus profond et dérangeant, comme si le tissu même de la réalité était lacéré en même temps que le corps de Damien. Ses bras se détachèrent du tronc avec un bruit qui semblait résonner dans des dimensions au-delà de la perception humaine normale. Et des jets de sang peignirent le sol en pierre de la place d'une couleur semblant plus sombre que le rouge. Naturel. Le plus extraordinaire fut que, même après le démembrement de ses membres, Damien resta conscient. Son torse mutilé bougea encore, ses yeux continuaient de balayer les visages dans la foule, et sa bouche s'agitait comme pour former des mots. Des témoins jurèrent avoir entendu des murmures s'échapper de ses lèvres, des paroles semblant être des prophéties ou des malédictions, selon la perspective de celui qui écoutait. Le sang jaillissait de ses plaies à une vitesse censée provoquer la mort instantanée. Mais son cœur continuait de battre avec une persistance défiant toute logique médicale. Pendant 20 minutes encore, le torse de Damien resta vivant, ses yeux parcourant méthodiquement la foule comme s'il mémorisait chaque visage pour un avenir terrible. Ses pupilles se dilataient et se contractaient à un rythme déconnecté de la lumière ambiante, et quelques observateurs plus proches jurèrent voir des reflets d'images impossibles à la surface de ses yeux. Visions de villes en flammes, de foules en furie, de palais s'effondrant dans une destruction apocalyptique. Lorsqu'il expira enfin, ce ne fut ni par un soupir ni par un gémissement, mais par quelque chose qui ressemblait à un rire bas et satisfait, comme s'il avait vu, au moment de la mort, quelque chose confirmant toutes ses attentes les plus sombres. Ses yeux demeurèrent ouverts, fixant un point précis dans la foule où se trouvait un groupe de nobles, observant depuis la fenêtre d'un petit hôtel particulier. Même dans la mort, son regard conservait une intensité qui faisait reculer instinctivement ces nobles de leurs fenêtres, comme si la malédiction d'un mort pouvait traverser la distance et les toucher physiquement. La foule, venue assister à un spectacle de justice royale, quitta la place de Grève dans un silence presque funèbre. Il n'y eut ni cri d'approbation, ni célébration, habituellement accompagnant une exécution publique. À la place, régnait une atmosphère de malaise profond, comme si tous avaient été témoins de quelque chose dépassant les limites d'une punition ordinaire et entrant dans le domaine du surnaturel. De nombreuses personnes déclarèrent avoir fait des cauchemars dans les semaines suivantes, rêvant de voir Damien réapparaître entier, riant et les pointant du doigt d'accusations muettes, transperçant jusqu'à la moelle de leur conscience. Dans les jours succédant l'exécution, d'étranges phénomènes commencèrent à être signalés partout à Paris. Des gens jurèrent avoir aperçu la silhouette de Damien errant dans les rues aux premières heures du matin, toujours aux proximités de symboles de l'autorité royale, près des statues de rois, aux abords des bâtiments gouvernementaux, dans les jardins des résidences nobles. Ces apparitions n'étaient pas menaçantes au sens traditionnel, mais dégageaient une présence qui rendait les animaux nerveux et faisait pleurer les enfants sans raison apparente.
plus perturbante encore furent les témoignages de personnes affirmant avoir entendu la voix de Damien chuchoter à travers les murs de leur maison, toujours durant les heures les plus sombres de la nuit. Les paroles qu'il aurait prononcées étaient toujours les mêmes, prophéties sur la chute de la monarchie, sur le sang royal coulant dans les rues de Paris, sur un temps où les pauvres se soulèveraient et les riches goûteraient à la peur. Au début, ces histoires furent rejetées comme la superstition de gens simples, mais lorsqu'elles commencèrent à se répandre dans les cercles les plus cultivés de la société parisienne, une inquiétude genuine s'empara de la ville. Louis XV lui-même, encore convalescent physiquement et psychologiquement après l'attentat, commença à manifester une paranoïa dépassant largement la préoccupation légitime pour sa sécurité. Ses serviteurs rapportaient qu'il se réveillait en criant le nom de Damien, qu'il passait des heures à scruter la nuit par la fenêtre, comme s'il s'attendait à voir surgir une silhouette sinistre des ombres des jardins de Versailles. Ses médecins lui prescrivaient des toniques de plus en plus puissants pour l'aider à dormir, mais même sous l'effet des remèdes les plus forts, il faisait des cauchemars où Damien apparaissait non pas comme un homme ordinaire, mais comme une force de la nature, une tempête humaine annonçant des changements cataclysmiques. Madame de Pompadour, toujours attentive aux humeurs et aux nuances du roi, écrivait dans ses mémoires privés la transformation dramatique qu'elle observait chez Louis XV après l'exécution de Damien. « Ce n'est plus le même homme », notait-elle d'une écriture de plus en plus tremblante. « Il y a quelque chose dans ses yeux qui n'était pas là avant, une ombre qui grandit chaque jour, comme s'il avait vu ce jour terrible et que cela avait changé sa compréhension. » Fondamentale de la nature du pouvoir royal. Il parle de moins en moins, rit encore moins, et quand il croit que personne ne le regarde, ses mains tremblent comme des feuilles au vent. L'exécution de Damiens eut des répercussions s'étendant bien au-delà du choc immédiat provoqué par sa brutalité. Paradoxalement, au lieu de dissuader d'autres régicides potentiels, elle sembla avoir semé une graine d'inquiétude germant lentement dans la conscience collective française. Dans les tavernes, sur les places de marché, dans les cercles de conversations spontanées qui se formaient dans les rues de Paris, les gens ne discutaient pas tant de la justice de la punition que de la résistance surnaturelle que Damien avait manifestée. Comment un homme ordinaire avait-il pu supporter une telle souffrance tout en conservant sa lucidité jusqu'à la fin? Comment avait-il réussi à transformer sa propre destruction en acte de défi résonnant au-delà de la mort? Ces interrogations alarmèrent particulièrement la classe intellectuelle française qui commençait à remettre en question non seulement la légitimité de la monarchie, mais la nature même du pouvoir politique. Voltaire, prudent dans ses critiques directes du régime, écrivit dans des lettres privées sur l'éloquence terrible de la souffrance manifestée par Damien, suggérant qu'il y avait quelque chose de profondément erroné dans un système nécessitant un tel barbarisme pour se maintenir. Diderot, plus audacieux dans ses réflexions, commença à élaborer des théories sur la résistance humaine qui influenceraient grandement le mouvement des Lumières. Mais ce fut parmi les classes les plus défavorisées que l'exemple de Damien eut l'impact le plus profond et durable. Des paysans vivant dans une misère absolue murmurèrent l'histoire d'un homme ayant touché au corps du roi et mourant en riant, un homme ayant transformé sa propre exécution en prophétie de vengeance. Ces récits se transmirent de génération en génération, se complexifiant et se mythifiant jusqu'à ce que Damien devienne moins une figure historique qu'une légende urbaine. L'homme ayant démontré que les rois saignaient aussi, que les palais pouvaient être pris d'assaut, que l'invincibilité apparente de la monarchie n'était qu'une illusion entretenue par la force et la peur. Dans les années suivantes, la France poursuivit son déclin inéluctable vers la crise culminant avec la Révolution de 1789. Chaque nouvel impôt, chaque nouvelle manifestation d'indifférence royale face à la souffrance populaire, chaque nouvelle démonstration de la décadence de la cour était interprétée à travers le prisme des paroles prophétiques de Damien durant son exécution.
Lorsque Louis XVI monta sur le trône en 1774, il hérita non seulement d'un royaume financièrement ruiné, mais d'un peuple ayant appris, grâce à l'exemple d'un valet insignifiant, que l'autorité royale n'était ni divine ni inviolable. L'ironie ultime de l'exécution de Damien fut qu'en cherchant à en faire un spectacle de terreur pour dissuader toute rébellion, la monarchie française créa involontairement un symbole de résistance infiniment plus dangereux que l'homme vivant. Chaque détail de la torture, chaque instant de sa résistance surnaturelle, chaque mot de ses prophéties fut préservé dans la mémoire collective française comme la preuve qu'il était possible de défier le pouvoir absolu et de mourir avec dignité. Quand la Révolution éclata enfin en 1789, beaucoup de révolutionnaires, ayant envahi la Bastille et pris d'assaut Versailles, portaient, consciemment ou non, l'exemple de Robert-François Damien. Ils avaient appris que les rois étaient mortels, que les palais pouvaient être pris d'assaut, que l'invincibilité apparente de l'aristocratie n'était qu'une façade entretenue par la peur et la tradition. L'homme écartelé sur la place de Grève 32 ans auparavant avait semé une graine qui devint un arbre dont les fruits furent la guillotine et la terreur révolutionnaire. Lorsque Louis XVI posa sa tête sur le billot de la guillotine, le 21 janvier 1793, on entendait des échos du cri de Damien dans le rugissement de la foule, réclamant sa mort. Quand Marie-Antoinette suivit le même chemin quelques mois plus tard, les paroles prophétiques sur le sang royal coulant dans les rues de Paris se concrétisèrent littéralement. La révolution que Damien avait annoncée dans son agonie suprême était enfin arrivée, apportant une violence qui ferait paraître sa propre exécution presque miséricordieuse en comparaison. Mais peut-être l'aspect le plus troublant de l'héritage de Damiens ne fut pas son influence sur les événements. Un politique ultérieur, mais sa démonstration que la résistance humaine pouvait transcender les limites apparentes de la biologie et de la psychologie. Sa capacité à conserver lucidité et faculté d'expression durant une torture censée détruire n'importe quel esprit humain normal suggérait des possibilités terrifiantes quant au potentiel latent de la conscience humaine face à des situations extrêmes. Les médecins et philosophes de l'époque furent forcés de revoir leurs théories sur la relation entre la douleur physique et la conscience mentale. Si un homme ordinaire pouvait supporter une telle souffrance tout en gardant non seulement sa raison, mais aussi sa capacité de réflexion profonde et d'expression articulée, quelles autres limites apparemment absolues pouvaient n'être que des illusions? L'exécution de Damien ne remettait pas seulement en question l'autorité politique de la monarchie française, mais aussi les prémices fondamentales de la nature de l'expérience humaine. Dans les archives médicales de l'époque, on trouve des rapports d'expérience ultérieures, où des prisonniers furent soumis à tortures similaires pour tenter de reproduire la résistance montrée par Damien. Tous ces essais échouèrent, les autres hommes mouraient rapidement, ou perdaient connaissance bien avant d'atteindre les niveaux de souffrance que Damien avait supportés. Cela conduisit certains observateurs à spéculer qu'il y avait quelque chose d'unique dans sa constitution physique ou mentale, ou que son expérience était influencée par des facteurs échappant à la compréhension scientifique de l'époque. Ces spéculations donnèrent naissance à toute une littérature d'horreur et de philosophie, explorant les limites extrêmes de l'expérience humaine. Des écrivains comme le marquis de Sade, vivant durant la période révolutionnaire, furent profondément influencés par les implications de l'exécution de Damien, développant des théories sur le plaisir, la douleur et la conscience faisant écho aux circonstances extraordinaires de sa mort. L'idée que la souffrance extrême pouvait conduire à des états de conscience altérés, voire transcendés, devint un thème récurrent dans la littérature et la philosophie française d'après-révolution. On rapporte également que des sociétés secrètes se formèrent autour de la figure de Damien, regroupant des intellectuels bourgeois fascinés par les aspects métaphysiques de son exécution. Ils se rencontraient pour discuter de ses paroles, une prophétique, et tenter de déchiffrer les significations cachées de sa résistance surnaturelle.
Ces sociétés, composées d'intellectuels en quête de mystère et de savoir, élaborèrent des rituels complexes où ils tentaient de recréer symboliquement son expérience, dans l'espoir d'accéder à des états similaires de conscience élargie. Certaines de ces organisations évoluèrent ensuite en groupes révolutionnaires, jouant un rôle important dans les événements de 1789. La Société des Amis de la Vérité, par exemple, devint l'une des factions les plus radicales pendant la Terreur et retraçait ses origines philosophiques directement aux réflexions sur la nature de la souffrance et de la résistance inspirée par l'exécution de Damiens. Ses membres se considéraient comme les héritiers spirituels de sa vision prophétique, et plusieurs discours enflammés de Robespierre portaient la marque des paroles prononcées par Damien durant sa torture. La place de Grève, où l'exécution avait eu lieu, devint un lieu de pèlerinage officieux pour ceux cherchant à comprendre ou canaliser ce qu'avait puisé Damien dans ses derniers instants. Les visiteurs y ressentaient des sensations étranges, une impression de densité dans l'air, des rêves éveillés intenses dans les nuits suivant la visite, une sensibilité accrue aux injustices sociales qui perduraient plusieurs semaines. La pierre du sol, tachée à jamais du sang de Damien, était parfois grattée par des personnes croyant que les fragments possédaient des propriétés presque magiques. Ces croyances n'étaient pas totalement irrationnelles dans le contexte de l'époque. L'exécution de Damien avait démontré que la réalité pouvait être beaucoup plus étrange et malléable que ce que l'on supposait habituellement. Si un homme ordinaire pouvait transcender les limites apparentes de la résistance humaine grâce à la force de sa conviction, quelles autres impossibilités auraient pu être surmontées par la volonté et la détermination adéquates? Cette question hanta l'imagination collective française pendant des décennies, contribuant à une atmosphère de possibilités révolutionnaires qui se concrétisèrent finalement sous la forme de changements politiques et sociaux radicaux. En regardant avec le recul, cette froide matinée de mars 1757 impressionne par l'ampleur des conséquences découlant d'un seul acte de violence désespérée. Robert-François Damien, un homme probablement mort sans avoir entièrement compris le sens de ses propres paroles prophétiques, avait semé une graine qui croîtrait pour consumer toute la structure politique et sociale de la France de l'Ancien Régime. Son exécution révéla non seulement la brutalité du système qu'elle cherchait à défendre, mais aussi la fragilité fondamentale de ce même système. Le recours à un tel spectacle de terreur pour punir un seul homme démontrait, paradoxalement, la peur que la monarchie nourrissait de ses propres vulnérabilités. En tentant de faire de Damiens un exemple dissuasif, ils avaient involontairement créé un martyr dont l'exemple inspirerait des générations de révolutionnaires. Plus profondément encore, la résistance surnaturelle de Damien à la torture extrême suggérait l'existence de réserves inexplorées de force humaine dans des circonstances ordinaires. Sa capacité à transformer sa propre souffrance en forme de résistance politique montrait que, même dans les situations les plus désespérées, la conscience humaine pouvait trouver des moyens de transcender ses limites apparentes et de toucher à quelque chose de plus proche de l'absolu.